Il y a trois choses qui se passent actuellement, des grands extrêmes qui n'ont pas existé depuis la période de 1930 à 1945. Et il est important de connaître ces trois éléments et de bien les comprendre. Il y a trois choses qui se passent actuellement, des grands extrêmes qui n'ont pas existé depuis la période de 1930 à 1945. Et il est important de connaître ces trois éléments et de bien les comprendre. La première concerne ce qui se passe avec l'argent et le crédit. Lorsque vous arrivez à quelque chose comme un taux d'intérêt nul et que vous avez besoin de pouvoir d'achat, le gouvernement a besoin de ce pouvoir d'achat, mais il ne peut pas le taxer. Nous avons donc la production d'un grand nombre de dettes que la Banque centrale imprime, et le gouvernement achète pour les dépenser. Et la dernière fois que cela s'est produit, au cours des dernières années, c'était à partir de 2008. Les taux d'intérêt étaient à zéro. Ils ne pouvaient pas baisser leur taux d'intérêt. Alors ils ont dû imprimer beaucoup plus de dettes et le gouvernement est intervenu pour les acheter. Et nous arrivons à la fin d'un cycle d'endettement. C'est un gros problème, car d'où vient l'argent et qui reçoit quoi ? Le gouvernement va maintenant le déterminer, puis il imprimera et cela dévaluera l'argent. Donc, ça, c'est le numéro 1. La seconde chose est constituée par les écarts de richesse et les écarts politiques qui sont à l'origine de grands conflits. Tout au long de l'histoire, les principales choses pour lesquelles tout le monde s'est toujours battu sont l'argent et le pouvoir, en particulier le pouvoir politique. Nous nous trouvons donc dans une situation où vous avez un grand écart de richesse et vous avez un ralentissement économique, en particulier si vous avez beaucoup de dettes en même temps que vous avez un combat. Je veux dire, cela a été vrai tout au long de l'histoire et cela se reflète dans l'écart politique. Donc le fossé politique est un fossé politique classique, gauche, droite, capitaliste, socialiste. Comment le distribuez-vous ? Comment allez-vous faire face à cela ? C'est donc la seconde chose, ce fossé politique de la richesse qui est à l'origine du conflit. Et cela arrive à un moment où nous n'avons pas beaucoup d'argent, parce que nous n'avons pas une bonne position financière. On l'imprime et on le sort et c'est de l'argent inventé. Le Covid est un bon exemple. Beaucoup de personnes et d'entreprises ont subi des baisses de revenus. Si les billets ne sortaient pas, nous aurions eu une révolution. Donc, ce n'est pas comme si le gouvernement avait de l'argent réel. Donc, ils ont fabriqué plus de données que la Réserve fédérale n'en a imprimé, ce qui diminue la valeur de l'argent, etc. La troisième chose est la montée en puissance d'une grande puissance pour défier une grande puissance existante, c'est-à-dire la montée de la Chine pour défier les États-Unis. Dans toute l'histoire, il y a des ordres mondiaux. Ce que cela signifie, c'est la puissance dominante. Tu sais, c'est presque comme dans la nature, comme le grand taureau ou quelque chose comme ça. Bref, il y a le pouvoir dominant. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1945, nous sommes entrés dans l'ordre mondial américain. Les États-Unis ont gagné la guerre. Et puis en 1945, les vainqueurs du monde ont découpé le monde. Nous avions 80% de ce qui était considéré comme de l'argent à l'époque, l'or. 80% de l'argent du monde. En fait, les États-Unis représentaient la moitié de l'économie mondiale et les règles étaient fixées aux États-Unis. C'est pour ça que les Nations Unies sont à New York, la Banque mondiale et le FMI sont à Washington, parce que nous avons commencé le siècle américain et que nous sommes maintenant à un moment où nous n'avons jamais eu une autre puissance pour nous défier de la même manière qu'il y a eu l'Union soviétique, mais ils étaient toujours une fraction de la taille économique. Donc ils ne pouvaient pas rivaliser sur cette même base. Ils avaient des armes nucléaires, mais ils n'avaient pas le pouvoir économique et ainsi de suite. Mais maintenant, nous avons affaire à la Chine, qui devient une grande puissance. J'ai passé beaucoup de temps en Chine au cours des 36 dernières années. D'ailleurs, j'admire la façon dont ils font beaucoup de choses. Je veux dire, je sais que c'est controversé de dire ça, mais en termes de pouvoir, ils sont d'une puissance monstrueuse. Par exemple, depuis que j'ai commencé à y aller, leur revenu moyen a été multiplié par 30. Il y a donc une puissance comparable et elle croît aussi plus rapidement. Et cela a un effet. Ces trois choses ne se sont jamais produites de mon vivant, mais elles se sont produites auparavant dans l'histoire, ce qui m'a conduit à étudier ce qui s'est passé dans l'histoire et les leçons que je pouvais en tirer. Ça touche tout le monde, tu sais. Pouvons-nous être en bonne santé et forts et que devons-nous faire ? J'aime savoir que vous devez être dans le même bateau. Comme si nous pouvions ramer dans la même direction, si nous pouvions avoir des désaccords réfléchis et les dépasser, si nous pouvions être dans le même bateau comme les riches et les pauvres, mais cela semble difficile. Mais en même temps,
Si vous lisez l'histoire et que vous voyez ce qui se passe quand vous avez une guerre civile, comme nous pourrions être au bord d'une guerre civile actuellement, ça semble tellement fou. Mais la vérité est que dans la plupart des pays, presque chaque siècle, il y a eu une guerre civile ou une révolution. Il est donc presque inévitable que nous ayons quelque chose. Soit vous résolvez le problème, vous commencez à vous battre si violemment qu'une fois que vous avez franchi une certaine limite, il n'y a plus de retour possible. Car vous faites des dégâts, vous diabolisez. Vous voyez cela dans la politique aujourd'hui. En d'autres termes, y a-t-il un respect pour le système et un respect mutuel pour essayer de résoudre ce genre de choses ? Ou bien feront-ils tout pour gagner ? Car une constitution ou une loi n'a qu'une portée limitée. Il doit y avoir un élément de respect pour ça, non ? Supposons donc que vous ayez deux personnes, aux possibilités comparables. Le test de la guimauve consiste à prendre un enfant et à lui dire « Ok, tu peux avoir une guimauve maintenant » ou « Tu peux avoir deux guimauves dans 15 minutes si tu ne manges pas la première ». Une fois que vous commencez à réaliser que la gratification différée va vous rendre meilleur et ainsi de suite, et que vous commencez à compter combien de jours, de semaines, de mois ou d'années vous pouvez vivre si vous n'avez pas d'argent, vous commencez à vous concentrer là-dessus. C'est la première étape. Si vous faites ça, vous allez nécessairement économiser. Et alors, vous commencerez à être exposé. Alors, tu commences à t'en soucier et à expérimenter et ainsi de suite. Et vous commencez à apprendre. Et en fait, c'est ce qui fait la différence quand il s'agit de l'argent. Maintenant, au moment où vous n'en voulez plus, vous avez des économies. Ça signifie que vous voulez des économies. Donc la prochaine chose qui va inévitablement vous venir à l'esprit est « où dois-je le mettre ?» Ensuite, vous avez le choix. Vous en faites l'expérience et vous apprenez. Je pense qu'il faut d'abord calculer combien de jours, de semaines, de mois ou d'années vous pouvez vivre sur vos économies, car c'est en faisant cela que vous gagnerez en sécurité. Alors regardez combien vous dépensez et dites-vous de combien ai-je besoin. Et quel que soit ce chiffre, vous aurez besoin de plus que ça parce qu'il peut baisser plutôt qu'augmenter. Je pense qu'il faut commencer par là. Puis vous commencez à vous demander quelles sont les choses les plus importantes pour vous. Investir en vous-même. Quoi que cela puisse être, c'est peut-être votre meilleur investissement. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs, c'est que j'ai pris mon argent de poche quand j'étais plus jeune et j'ai acheté la seule société dont j'avais entendu parler et qui se vendait à moins de 5 $ l'action. Et j'étais vraiment stupide. J'ai pensé, je vais acheter plus d'actions. Donc si ça monte, je ferai plus d'argent. C'était une société qui était sur le point de faire faillite. Mais une autre société l'a rachetée et elle a triplé. Et j'ai pensé, waouh, c'est un jeu facile et j'aime l'argent facile. Mais vous savez, vous expérimentez et vous apprenez que vous gagnez 100 $, mais que vous en dépensez 105. C'est la misère. Mais par contre, si vous gagnez 100 $ et que vous dépensez 95, vous aurez une bonne vie. En gros, je connais beaucoup de personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui sont là, parce que si vous commencez à penser à ce qu'il vous en coûte pour vivre en termes de, disons, l'essentiel, vous savez, me loger, manger, me permettre d'être éduqué et ainsi de suite, je pense que la plupart des gens peuvent se mettre dans une position où ils sont net positifs. Donc, si vous pouvez être net positif, et que vous pouvez le faire, c'est le numéro 1. Le second est de savoir ce qu'il faut faire ensuite en termes de besoins et d'investissement. Et puis, éviter l'erreur suivante. L'erreur la plus courante en matière d'investissement est de penser que l'investissement qui a bien fonctionné est un bon investissement. Donc, ce qui se passe, c'est que l'argent naïf achète la chose qui était chaude ou qui est chaude, mais qui pourrait aller vers le bas. Je dirais donc que la diversification est également un élément important. Car ce que j'ai appris à ce sujet, c'est que tout d'abord, tous les investissements sont en concurrence. Et il n'est pas facile de dire si un investissement est meilleur qu'un autre. Car si les gens pouvaient le faire, la vie serait facile et tout le monde gagnerait une tonne d'argent. Et c'est un jeu compétitif dans lequel il est très difficile de rivaliser. Il est donc très difficile de dire lequel est le meilleur ou le pire. Vous pouvez prendre des experts et faire toutes sortes de tests et vous découvrirez qu'ils peuvent choisir cela et vous ne pouvez pas dire si les plus mauvais seront meilleurs. C'est pourquoi vous comprenez que même choisir les meilleurs est difficile. Et surtout si vous êtes naïf, comme nous dépensons des centaines de millions de dollars chaque année en recherche pour essayer de nous donner un avantage, il est plus difficile de concourir sur les marchés que de participer aux Jeux Olympiques. Mais il y a plus de gens qui font des efforts pour y parvenir. Mais la diversification réduira votre risque sans réduire votre rendement. Donc, si vous savez comment vous diversifier, c'est l'essentiel.